voulais remercier le comité scientifique d'avoir retenu ce travail pour le prix. Et je vais commencer, pas terminer, par remercier tous les gens avec qui on travaille au quotidien à l'hôpital Henri Mondor, à savoir les cardiologues, les neurologues, les radiologues, les scintigraphistes, enfin, tous les anatomopathologistes et tous ceux qui contribuent à faire progresser la recherche sur cette maladie. Alors, le travail que nous avons effectué était un travail d'étude de la déformation myocardique en speckle tracking chez les patients qui avaient une atteinte cardiaque de l'amylose, avec différents types d'amylose. Alors, je vais faire un résumé très bref, mais vous avez déjà eu un résumé et un condensé de la pathologie au cours de cette journée. Les trois principales causes que nous on voit en pratique clinique, c'est essentiellement les formes AL, les formes à transthyrétine mutées et non mutées. On sait que c'est une pathologie de mauvais pronostic, surtout quand il y a une atteinte cardiaque, qu'il existe des possibilités thérapeutiques, notamment pour les amyloses AL, et que le diagnostic précoce est vraiment intéressant dans cette pathologie. Que l'IRM est un outil diagnostique très intéressant et très performant pour diagnostiquer l'amylose, notamment à ses formes les plus précoces. Mais le problème, c'est que bon nombre de patients qui ont des troubles conductifs au cours de cette maladie ne peuvent avoir d'IRM. Et d'où l'intérêt de l'échographie chez ces patients. L'échographie, comme en a parlé Mathieu, a des possibilités diagnostiques assez étendues, avec notamment le strain longitudinal, il y a une faute, je suis désolé, qui montre une altération précoce dans la déformation myocardique longitudinale chez des patients qui ont encore une fraction d'éjection préservée. Et cet outil diagnostique a été a été étudié récemment, et il y a beaucoup de publications sur le sujet, comme marqueur diagnostique et comme marqueur pronostic, avec différentes zones étudiées au cours des différentes études. Le problème, c'est que la valeur pronostique et la physiopathologie de l'altération de cette déformation longitudinale n'est pas vraiment comprise et pas étudiée dans toutes les formes d'amylose. C'est essentiellement les publications portent essentiellement sur l'amylose AL. Donc nous, nos objectifs sur ce travail étaient, de comparer quelles étaient les valeurs échographiques et de strain longitudinal au cours de l'amylose, au cours des trois types d'amylose, de voir s'il y avait une corrélation entre l'altération de la fonction, le rehaussement tardif en IRM et la quantité de dépôts quantifiés en anatomopathologie, et d'évaluer s'il y avait certains paramètres qui étaient des marqueurs pronostiques. Donc pour ça, nous avons inclus 79 patients, il y avait 26 AL, 36 TTR mutés et 17 séniles. On a fait une étude écho, on a recueilli tous les paramètres cliniques habituels, on a recueilli les paramètres biologiques que sont essentiellement le NT-proBNP, la troponine et la créatinine. Et on a fait une analyse échographique complète à ces 79 patients avec une analyse globale, donc de la fraction d'éjection, de tous les paramètres usuels utilisés et des paramètres de déformation segment par segment. Donc là, vous avez trois représentations de la segmentation du ventricule gauche selon les recommandations AHA. Vous avez 17 segments. Sur ces 17 segments, on a quantifié en échographie sur 79 patients la déformation longitudinale. En IRM, on a fait 53 patients qui avaient des IRM, le rehaussement tardif pour les 17 segments. Et en histologie, on avait 3 cœurs explantés, c'était des patients qui ont été transplantés cardiaques, donc on avait ces cœurs à analyser. On a fait également une quantification objective du dépôt amyloïde sur les 17 segments. Et à partir de tous ces paramètres, on a essayé d'identifier ceux qui permettaient de prédire des événements cliniques pertinents, à savoir la mort, la transplantation cardiaque ou un nouvel accès de décompensation cardiaque qui nécessitait une hospitalisation et un traitement intraveineux de diurétiques. Tout d'abord, je n'ai pas affiché le tableau parce qu'il faut que je fasse court. Sur les paramètres cliniques, les seuls paramètres qui étaient différents entre les trois types d'amylose, c'était l'âge, forcément pour les formes séniles, et l'importance d'épaisseur du septum clinique, c'était l'âge et l'âge essentiellement, et les paramètres biologiques étaient tous identiques entre les différents groupes d'amylose. Concernant les paramètres échographiques standards, il y avait le septum interventriculaire qui était plus épais dans les formes séniles, et les autres paramètres de déformation étaient étaient similaires dans les différents groupes. Et ce qu'on observait, c'est, vous voyez le graphique du haut, c'est le strain longitudinal, donc l'altération de la fonction systolique longitudinale en échographie. On voit de façon superposable pour les différents types d'amylose une altération de la fonction qui croît vers l'apex. C'est-à-dire que vous avez
à la base du ventricule une altération plus marquée qu'à l'apex du ventricule de la déformation longitudinale. Ça a déjà été décrit dans de nombreux papiers que l'altération commence par la base pour aller vers l'apex, et c'est ce qu'on appelle la préservation de la déformation apicale, d'où l'aspect qu'a décrit Mathieu en cocarde, ou avec en tout cas l'apex qui est vraiment préservé. On a également calculé le strain dans une zone qui paraît le plus souvent altérée. Comme l'a dit Jean-François, c'est là où souvent il y a le plus de rehaussement tardif, c'est là où souvent on voit une altération du strain qui est prédominante, c'est dans la région basale latérale et inférieure du ventricule gauche. C'est ce qu'on a appelé le free basal wall. Et vous voyez que quand on met toute la population ou les différents types de patients, c'est cet endroit-là qui est le plus altéré au niveau de la fonction longitudinale. Comme l'a décrit Jean-François en IRM, vous avez en bas, donc le graphique du bas, c'est le rehaussement tardif en IRM. Vous avez également un gradient base-apex avec un rehaussement, un pourcentage de segments qui rehaussent plus important dans cette partie basale du ventricule gauche. Donc une symétrie entre le rehaussement tardif et l'altération de la fonction longitudinale. Ensuite, sur les cœurs explantés, donc il y en avait 3, on a fait la corrélation entre sur le graphique de gauche, la fonction longitudinale en échographie et la quantité de dépôt en anatomopathologie. Et là encore, on a observé une bonne corrélation entre la quantité de dépôt et l'altération de la fonction longitudinale. De même, en IRM, il y avait plus de pourcentage de segments qui rehaussaient au niveau basal, avec un strain qui était plus altéré dans ces régions-là. Donc on a une corrélation entre la fonction, le rehaussement et la quantité de dépôt. Donc peut-être une explication à cette altération de fonction remarquée en échographie. Ensuite, on a fait une analyse univariée pour voir quels paramètres sortaient ou ne sortaient pas comme marqueurs prédictifs d'événements cliniques. Il y a les marqueurs biologiques sortent. En marqueur clinique, c'est essentiellement la NYHA. En marqueur échographique standard, il y avait la FEVG sortait et tous les paramètres de déformation sortaient, qu'ils soient globaux ou qu'ils soient régionaux. Ensuite, en analyse multivariée, on a incorporé les éléments cliniques, biologiques et échographiques. Et que lorsqu'on a intégré ces différents paramètres, sortait essentiellement la NYHA, avec les patients qui ont un NYHA stade 3 ou stade 4 meurent beaucoup plus que ceux qui ont une NYHA 1 ou 2, ça c'était déjà décrit. Le NT-proBNP avec un cutoff, nous on a trouvé à 4000 et dans la littérature qui est décrit aux alentours de 3000, 3400. Là on a trouvé 4000 comme seuil pour distinguer ceux qui avaient des événements cliniques et pas d'événements cliniques dans le suivi. J'ai oublié de vous dire que le suivi c'était à 6 mois révolus pour tous les patients inclus. Le strain apical, quand on incorporait la fonction régionale, c'est le strain apical qui sortait avec un cutoff à 14,5%, donc moins 14,5% quand on fait le calcul sur la machine. Et ce paramètre sortait, et l'explication qu'on a pour ce paramètre, c'est que lorsque vous avez la base qui est atteinte, ça c'est à peu près tous nos patients c'était des patients assez évolués, donc toute la base était souvent atteinte, et plus l'extension se fait vers l'apex, plus la pathologie est évoluée, donc plus le strain baisse à l'apex, et c'est ce marqueur de déformation apicale qui ressortait comme élément pronostique. Quand on mettait des valeurs globales de déformation myocardique, c'est-à-dire le strain global, il sortait également avec un cutoff à moins 9,5%, ce qui est proche de ce qui est décrit dans la littérature pour les insuffisants cardiaques aux alentours de moins 9, moins 11% selon les études. Donc en conclusion, je dirais que les anomalies de déformation de la fonction systolique longitudinale est similaire dans les 3 types d'amylose, en tout cas dans notre population. Il n'y a pas de distinction entre AL, TTR muté, TTR sénile. Que ça prédomine au niveau de la base et qu'il y a un gradient entre la base et l'apex. Que ce gradient, cette altération de la fonction longitudinale est probablement liée vraiment à l'infiltration, puisqu'on a la corrélation anatomopathologique. On a retrouvé aussi, j'ai oublié de vous en parler dans les résultats, on a retrouvé que l'altération du strain dans la paroi libre basale, donc je vous rappelle c'est les segments inférieurs, postérieurs et latéral, la valeur du strain longitudinal dans ces segments est très bien corrélée à la présence d'un rehaussement tardif en IRM. Donc peut-être que le fait d'avoir un strain altéré
dans cette région-là vous inciterait à rechercher un rehaussement tardif en IRM, même si en général on fait l'IRM de façon systématique. Et enfin, les marqueurs qui sont associés de façon indépendante aux événements cliniques sont la NYHA, le NT-proBNP, et le strain, qu'il soit global, ou si on veut faire dichotomiser et de façon plus fine, le strain apical. Voilà, je vous remercie.